Les limites du soft power. La capacité des sociétés libres et démocratiques à s'imposer nécessite davantage qu'un simple attrait moral. Elle requiert du hard power et le hard power de ce siècle sera bâti sur les logiciels. Palantir is here to disrupt and make the institutions we partner with the very best in the world, and when it's necessary, to scare enemies and on occasion kill them. Cette personne, Alexander C. Karp, est l'auteur du livre Technological Republic, mais également le patron de Palantir, une grosse entreprise de la tech américaine, avec un rôle clé dans la stratégie de défense américaine. Palantir pèse environ 350 milliards de dollars en bourse. Pour ceux qui la découvrent, c'est une société qui fabrique la couche logicielle qui aide les États, les armées et les agences de renseignement à agréger des masses de données, à les analyser et à en tirer des décisions opérationnelles. Sachez que Palantir n'est pas une entreprise comme les autres. Cofondée en 2003 par Alexander C. Karp et Peter Thiel, avec un financement initial d'InQtel, le fonds capital risque de la CIA, son ADN est dès l'origine à la jonction de la tech et du renseignement américain. Ce n'est pas une boîte qui s'est rapprochée de l'État avec le temps, c'est une boîte qui est née dedans. À titre de comparaison, Lockheed Martin, le plus grand contractant militaire de la planète, celui qui fabrique les F-35, les missiles THAAD, les systèmes de défense antimissiles, les satellites de reconnaissance, bref, littéralement la colonne vertébrale industrielle du Pentagone, vaut environ 135 milliards de dollars. Autrement dit, dans la tête du marché, Palantir vaut aujourd'hui presque 3 Lockheed Martin. Jusque-là, bon, on pourrait se dire, pourquoi pas? Après tout, c'est une boîte de logiciels, elle est mature, elle connaît une bonne croissance, et c'est normal qu'elle se paye plus cher qu'une boîte qui empile des carlingues d'avion, si je puis le dire ainsi. Sauf que quand vous regardez de l'autre côté du miroir, enfin du bilan, ça pique un peu. Lockheed Martin fait environ 75 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Palantir, elle, en fait à peine plus de 4. Donc, pour le dire simplement, le marché paye 3 fois plus cher une entreprise qui fait 17 fois moins de revenus. Donc, selon tous les standards classiques de la finance, cette valorisation ressemble à une absurdité. Et pourtant, elle tient. Elle a survécu aux warnings de Michael Burry, aux révisions d'analystes, aux rapports assassins de fonds short et j'en passe. Alors oui, elle a pris 30% dans la figure début avril, mais fondamentalement, le récit fonctionne. Et c'est précisément à ce moment-là où on peut se demander si tout cela repose sur autre chose que de la foi qu'un simple livre en apparence chercherait à transformer. On parle d'un bouquin qui dormait tranquillement dans les rayons depuis plus d'1 an et qui, brusquement, redevient le sujet de toutes les conversations. Pourquoi? Parce que mi-avril, le compte officiel de Palantir publie un post sur x.com, un texte en 22 points présenté comme une version condensée du livre. Un mini-manifeste en somme qui reprend et radicalise ses thèses principales. À l'origine, c'est pourtant un essai de 250 pages. The Technological Republic, signé par Alexander C. Karp, coécrit avec son conseiller juridique Nicholas Zamiska. Un livre qui cite Isaiah Berlin, Theodore Adorno, Saint-Augustin, qui mélange anthropologie, théorie politique, Manhattan Project, bref, tout sauf un document d'entreprise classique. Mais un PDG à ce niveau ne passe pas plusieurs mois de sa vie à écrire un essai philosophique pour le plaisir, vous en doutez bien. Ce n'est ni un hobby ni une coquetterie intellectuelle, son temps vaut probablement des dizaines de millions de dollars. Au-delà du contenu du livre, il y a un mouvement et ceux qui le rejoignent. Voici le profil des personnes qui font l'éloge de ce livre et de ce qu'il véhicule. Jamie Dimon, patron de JP Morgan. Eric Schmidt, ex-CEO de Google, qui sont aujourd'hui au cœur de la stratégie techno-militaire américaine. Mais aussi le général James Mattis, ancien secrétaire à la Défense, Anders Fogh Rasmussen, ex-secrétaire général de l'OTAN, et j'en passe, vous avez compris. Quand la finance, la tech, la défense, les médias et l'establishment intellectuel convergent sur le même objet pour dire « il faut lire ce livre », on n'est plus dans la coïncidence éditoriale, on est dans une vision de la société, voire un mouvement politique potentiel. Donc la question est simple. Pourquoi ce livre? Pourquoi maintenant? Et surtout, qu'est-ce qui est réellement en train de se préparer? Parce que vous allez le voir, derrière le manifeste, derrière Berlin et Oppenheimer, il y a autre chose, quelque chose de bien plus pragmatique, quelque chose qui touche directement à la manière dont Wall Street valorise une certaine catégorie d'entreprises,
à la manière dont le Pentagone alloue ses budgets et plus largement à la nature même du pacte qui est en train de se reformer entre la tech américaine et l'État. Alors avant d'aller plus loin, essayons de résumer ce que Karp et Zamiska racontent dans ce manifeste. Le livre s'organise en gros autour de plusieurs grandes idées. La première, c'est tout simplement que la Silicon Valley aurait trahi sa mission originelle. Historiquement, les meilleurs ingénieurs du pays travaillaient main dans la main avec l'État. La DARPA a inventé l'ancêtre d'Internet, Bell Labs a produit à peu près tout ce qui fait fonctionner les télécommunications modernes, le GPS, les semi-conducteurs, même la Silicon Valley, tout ça naît dans un contexte militaire. D'ailleurs, elle ne s'appelle pas Silicon par hasard, c'est une référence qui vient des semi-conducteurs. Et les semi-conducteurs, dans les années 50 et 60, ils n'étaient pas fabriqués pour vos smartphones, mais pour les missiles balistiques, les systèmes de guidage ou les satellites militaires. Bref, pendant plusieurs décennies, la tech américaine était une extension de la souveraineté américaine. Et puis, les choses ont changé. La guerre du Vietnam, des images horribles à la télé, la contre-culture qui est née dans la baie de San Francisco, puis l'explosion du consumer internet, tout ça transforme en profondeur le rapport d'une génération entière à l'appareil militaire américain. Et à partir de là, pour les meilleurs ingénieurs, aller travailler pour le gouvernement devient aussi sexy que de bosser chez Courtepaille. Il n'y a plus de motivation à construire des technologies stratégiques, non. Ils construisent des applications de partage de photos, des algorithmes publicitaires, des outils pour maximiser le temps passé sur une plateforme. En gros, tout un tas de trucs très rigolos, mais qui ne pèsent pas lourd face aux besoins stratégiques d'un État. C'est ce que Karp définit comme un engagement superficiel avec le potentiel réel de la technologie. Et ça, ce n'est pas une question de préférence ou de cupidité. Il y voit le symptôme de quelque chose de beaucoup plus large, qu'il appelle la fragilité intellectuelle. L'idée, grosso modo, c'est que tout l'écosystème qui produit les élites occidentales, les universités, les médias, une partie de la culture corporate, a développé une allergie au conflit, au débat, à l'affirmation forte de valeurs. On préfère éviter les sujets qui fâchent, on préfère l'unanimité polie à la confrontation. En quelque sorte, il dénonce le syndrome du pain et des jeux, où tout le monde veut profiter de la vie sans se soucier des sujets qui fâchent. Une sorte de vie édulcorée où la population oublierait que ce sont les hommes forts qui font les temps de paix. Alors ça, c'est la façon sympa de présenter les choses. Par contre, le risque que beaucoup de gens ont identifié, et non sans raison, c'est qu'une fois que l'on a développé ce genre de société avec un profil autoritaire, disons-le tout de même, il est tout à fait possible, et même fréquent, de tomber dans des sociétés dystopiques et ou dictatoriales. Donc bon, voilà pourquoi de telles positions font autant réagir. Ce qui fait le pivot avec la deuxième grande idée du livre, le constat géopolitique. On y retrouve l'idée que la course à l'IA n'a rien d'une course technologique, mais tout d'une course aux armements, tout comme la course au nucléaire dans les années 40 ou la course à l'espace dans les années 60. Et le problème, c'est que du côté des gars d'en face, il y a la Chine. Une Chine qui, elle, ne s'embarrasse pas vraiment des débats éthiques sur l'IA, qui n'a pas 4000 employés qui signent une pétition pour refuser de travailler sur des drones militaires, comme ce fut le cas avec le projet Maven et Google en 2018. Donc, si les ingénieurs occidentaux continuent à refuser de travailler pour la défense par posture morale, face à des ingénieurs chinois bien moins réfractaires, vous comprenez que la course va être très très compliquée. Au final, ce que beaucoup de leaders américains défendent avec la thèse soutenue par Alexander C. Karp, c'est que la compétition mondiale n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui, donc il est nécessaire d'établir une stratégie forte et clivante avec ces risques, car ne pas prendre de risques, c'est être certain de tout perdre. Alors quel est le projet concrètement? C'est là qu'arrive la troisième grande idée qui en réalité n'est rien d'autre qu'une prescription, refonder une Technological Republic, donc une république technologique. En gros, recréer le pacte historique entre la tech et l'État, mais dans les deux sens. D'un côté, l'État américain doit se réformer en profondeur, il doit adopter ce que Karp appelle la mentalité de l'ingénieur. La vitesse, concevoir, tester, échouer et recommencer le plus vite possible, la culture du résultat, la tolérance à l'échec rapide, bref, arrêter de fonctionner comme une bureaucratie du XXe siècle. Entre nous, c'était déjà l'idée fondamentale du couple Elon Musk-Donald Trump, après l'élection de Trump avec le Doge notamment.
Et ça n'a pas forcément donné des résultats super. Enfin bref. De l'autre côté, la tech doit accepter de redevenir un instrument de souveraineté. Arrêter de jouer les neutres en quelque sorte, assumer d'avoir un camp, celui des démocraties occidentales, et travailler activement à leur défense. Pourtant, on a d'un côté un livre qui se présente comme un manifeste politique et philosophique, et de l'autre une entreprise dont la valorisation défie à peu près toutes les lois de la gravité financière classique. Alors, mon hypothèse, et ce n'est que la mienne, c'est que ces deux choses ne sont pas simplement liées, elles sont la même chose. Je m'explique. Dans la finance, il y a deux manières de valoriser une entreprise. La première, c'est la méthode classique, celle que l'on apprend à l'école. Vous regardez les revenus, les marges, la croissance, vous appliquez un multiple sectoriel à tout cela, et vous obtenez un prix. C'est ennuyeux, c'est rigoureux, mais ça fonctionne assez bien pour les entreprises normales. La deuxième, c'est la méthode de la narrative. Ici, vous ne valorisez plus ce qu'une entreprise fait aujourd'hui, vous valorisez ce qu'elle représente dans une histoire plus large. Et cette histoire, si elle est bien construite, peut faire sauter tous les plafonds habituels. Et ça peut très bien marcher, hein. C'était la ligne typiquement défendue par une société comme Tesla qui disait « Je ne suis pas un constructeur automobile, je suis une plateforme logicielle et de services pour des robots, et notamment des robots qui ont 4 roues ». Eh bien, mon hypothèse, c'est que ce livre n'est pas un objet littéraire, c'est un outil très précis avec une fonction très précise qui est de faire passer Palantir et plus largement tout un secteur de la première méthode de valorisation à la seconde. Prenez SpaceX également, quelques semaines avant le dépôt du formulaire S1 relatif à la future grosse IPO de l'histoire, Musk a quand même annoncé la fusion entre SpaceX et xAI pour à peu près 2000 milliards de dollars de valorisation. Eh bien, fondamentalement, Musk n'a pas vraiment changé ce que faisait son entreprise au quotidien. Les fusées continuaient de décoller, les satellites Starlink continuent d'être déployés, les clients continuent de payer leur abonnement à 100 dollars par mois, etc. etc. Et Grok continue quand même d'être un peu à la ramasse comparé à ses féroces concurrents. Par contre, ce qui a changé, c'est la nature même de ce qui était vendu aux investisseurs. Parce qu'une activité industrielle, même dominante, se valorise sur des multiples relativement bas. Une activité de service télécom, même très rentable, se valorise un peu plus, mais reste dans des standards cadrés. Tandis qu'une plateforme technologique totale, une infrastructure civilisationnelle basée sur l'IA, ah bah alors là, on n'est plus dans la même grille de lecture. On change de dimension. D'ailleurs, le discours de Musk est centré sur des échelles galactiques, avec ses multiples références à des civilisations extraterrestres et multiplanétaires. Et là, attention, ce n'est pas qu'une lubie de sa part, c'est aussi une narrative pour porter son IPO à peu près 2000 milliards de valo tout de même. Et c'est exactement ce principe que Karp est en train, selon moi, de jouer avec son livre. Sans ce livre et cette vision politique, Palantir reste ce qu'elle est techniquement, c'est-à-dire une boîte de logiciels d'analyse de données pour les gouvernements et les grandes entreprises. Alors une très bonne boîte, ok, avec certainement de très bons produits, pas de problème, mais valorisable selon des multiples finalement pas si exotiques que ça. Une société de logiciels as a service premium en B2B, on sait à peu près combien ça se paye aujourd'hui sur le marché. Mais avec ce livre, Palantir n'est plus une boîte de logiciels, elle est l'infrastructure logicielle de la République technologique occidentale. Quand même plus sympa. C'est-à-dire quelque chose dont on ne sait même pas comment on pourrait valoriser, parce que c'est une catégorie qui littéralement n'existait pas hier. Et vous comprenez bien que quand vous créez une nouvelle catégorie et que vous êtes dans cette catégorie le seul pure player reconnu, eh bien mécaniquement, il n'y a plus de comparable. Sky is the limit. Il n'y a plus de grille de valorisation de référence. Le marché doit inventer une méthode et ce genre d'exercice, historiquement, tend à produire des multiples extrêmement favorables. Et d'ailleurs, il y a peut-être une raison très concrète pour laquelle cette opération de recatégorisation devient aussi urgente maintenant. N'oublions pas qu'une partie sensible du marché pense que l'IA générative est une condamnation à mort pour l'industrie du logiciel. Vu sous cet angle, je peux comprendre pourquoi Palantir essaie de sortir de cette case du software. C'était toute la thèse de Michael Burry. Anthropic serait en train de manger le déjeuner de Palantir avec des outils plus simples, moins chers, plus intuitifs pour les entreprises. Autrement dit, si l'IA devient plug and play, alors une partie de la promesse logicielle de Palantir risque d'être perçue beaucoup moins irremplaçable qu'avant. Si on va un peu plus loin, il y a un dernier mécanisme sur le point où on peut se permettre de spéculer. Le but de ce livre serait de rendre inévitable Palantir pour la sécurité gouvernementale. Qu'il soit républicain ou démocrate, qu'aucun gouvernement ne puisse laisser tomber Palantir ou ses équivalents, car c'est devenu une infrastructure vitale.
Pourquoi impensable? Parce que si vous acceptez la thèse du livre qui est soutenue par Jamie Dimon, Eric Schmidt, le général Mattis et même reprise par le gouvernement Starmer, alors abandonner Palantir ne serait plus une décision budgétaire, ce serait littéralement un abandon de souveraineté et donc de survie de l'Occident lui-même. Allons-y, soyons fous. Donc voilà où je pense que l'on en est aujourd'hui. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, ce qui rend ce livre aussi puissant, ce n'est pas seulement ce qu'il dit, c'est la manière dont il opère. En réalité, ce texte fonctionne sur plusieurs niveaux simultanément. Première couche, la couche industrielle. Le livre justifie en creux un réarmement techno-militaire massif pour faire face à la Chine. Des budgets, des contrats, des dizaines de milliards et l'émergence d'un nouveau complexe militaro-industriel où des acteurs comme Lockheed Martin coexistent désormais avec les nouveaux entrants comme Anduril, SpaceX ou OpenAI. Mais si le livre se contentait de défendre cette couche, il n'aurait pas eu besoin de convoquer Isaiah Berlin, Adorno ou Saint-Augustin. Carpe aurait pu faire un document du type livre blanc de 40 pages, et ça aurait suffi. S'il fait 250 pages, notre fichu livre, c'est qu'il y a une deuxième couche, la dimension culturelle. Une opération de reconquête idéologique face à ce qu'il qualifie comme la culture de l'évitement, de la peur du conflit des idées. Cette couche, ce n'est pas pour les investisseurs, c'est pour une autre clientèle, les décideurs politiques et plus largement tout ce qui gravite autour. Et cette clientèle-là n'achète pas les actions Palantir. Elle achète quelque chose de plus précieux, la légitimité publique du projet. Elle fabrique le consensus dans lequel la première couche va pouvoir opérer sans friction. Et enfin, la troisième couche, le volet financier. Là, on est dans quelque chose qui s'adresse directement aux allocateurs de capitaux, les gestionnaires de fonds souverains, Wall Street, les family office, les fonds de pension qui doivent décider comment placer des trillions ou des gazillions de dollars. Et ce que Carpe leur dit, en substance, c'est qu'il existe désormais une nouvelle classe d'actifs. Appelez ça infrastructure civilisationnelle occidentale, appelez ça Technological Republic Equity, peu importe. Ce qui compte, c'est que ces entreprises, Palantir, Anduril, Shield AI, les segments de défense de SpaceX, les contrats Pentagone d'OpenAI ou de Microsoft ne doivent plus être valorisés comme des entreprises de logiciels as a service classiques. Non, c'est trop vulgaire tout ça. Elles appartiennent à une catégorie nouvelle qui mérite ses propres multiples, ses propres règles et qui bénéficie d'une protection politique structurelle bien évidemment. Cette couche, elle ne vend pas d'histoire morale, elle vend de la revalorisation sectorielle. Et le coup de maître, c'est la manière dont ces trois couches se renforcent mutuellement. La couche culturelle légitime la couche industrielle. Elle transforme des contrats militaires qui auraient pu être controversés en nécessités civilisationnelles. La couche industrielle nourrit la couche financière. Elle fournit le pipeline de revenus qui donne sa substance aux valorisations élevées. La couche financière, à son tour, finance la couche culturelle. Les profits réinvestis dans les think tanks, les fondations, les ouvrages, les conférences qui renforcent la doctrine. C'est une boucle fermée qui s'auto-améliore. Et une fois qu'un système boucle ainsi sur lui-même, essayer de l'attaquer par une seule de ses phases devient à peu près impossible. Vous ne pouvez pas critiquer les valorisations sans être accusé d'ignorer les menaces géopolitiques, voyons. Vous ne pouvez pas critiquer les contrats militaires, non, sans être accusé de fragilité intellectuelle. Vous ne pouvez pas critiquer la doctrine sans être accusé de naïveté face aux réalités géopolitiques. Voyons. Chaque couche se protège derrière les deux autres, et le système tout entier devient, au sens propre, doctrinalement blindé. Arrivé ici, il doit quand même y avoir un point qui doit vous titiller. Pourquoi maintenant ? Alors oui, en apparence, la réponse tient dans un post sur x.com. Le compte officiel de Palantir publie un texte en 22 points présenté comme une version condensée du livre de Carpe. Et effectivement, c'est ça qui met le feu à la poudrière. En quelques jours seulement, le post cumule plus de 30 millions de vues. Toute la presse tech s'en empare. TechCrunch, Fortune, Fast Company, puis le sujet déborde. La presse européenne publie à son tour des papiers. Des philosophes parlent de technofascisme. D'autres y voient l'arrivée d'une IA de guerre au même rang que l'Armageddon nucléaire. Bref, pour faire plus tumultueux et clivant, bon courage. Alors on pourrait se dire, très bien, c'est un simple coup de com', un social media manager inspiré un week-end qui recycle intelligemment un livre pour surfer sur les débats du moment. Sauf que quand on regarde le timing de plus près, pour moi, de mon petit point de vue, cette explication ne tient pas.
Vous ne résumez pas 250 pages en 22 points parfaitement calibrés sans savoir exactement ce que vous faites. Ce genre de société anticipe parfaitement l'exposition médiatique qu'elle peut déclencher. Et c'est également très rare qu'une société déclare sur son compte et en son nom propre des opinions politiques aussi tranchées que cela. Maintenant, regardons ce qui se passe autour de ça. D'abord, soyons honnêtes. Le basculement dont Palantir parle, alors on a quand même bien commencé à en prendre le chemin depuis ces dernières années. Anduril lève des milliards pour construire des drones, des tours autonomes, des systèmes de défense pilotés par l'IA. Shield AI fait la même chose. SpaceX développe Starshield, sa branche explicitement tournée vers les contrats militaires. OpenAI a retiré de sa charte l'interdiction explicite de certains usages militaires et travaille désormais avec le Pentagone. Même la Silicon Valley, qui regardait autrefois ce monde avec méfiance, recommence à considérer la défense comme un terrain légitime et les VCs vont dans le même sens. Autrement dit, ce que Karp appelait de ses voeux dans son livre a déjà commencé à se produire. De façon assez factuelle. Ajoutez à cela la guerre en Ukraine, puis au Moyen-Orient, qui nous montre à quel point drones, imagerie satellite, traitement massif de données et IA appliquée au ciblage devient aussi déterminant que les chars ou l'artillerie. Conflits dans lesquels des entreprises comme Palantir ou SpaceX jouent un rôle opérationnel de plus en plus réel et de plus en plus important. Et puis aussi, il ne faut pas oublier le retour de Trump dans une version beaucoup plus agressive et structurée que lors de son premier mandat. Une administration qui assume frontalement la compétition stratégique avec la Chine, qui veut réarmer industriellement le pays et qui fait de la tech patriotique un pilier explicite de sa ligne politique. Et donc, à partir de là, tout s'aligne. Hein. En quelques mois, l'administration Trump officialise un contrat de 10 milliards de dollars avec Palantir pour équiper l'US Army sur 10 ans. Un accord d'1 milliard est signé avec le département de la sécurité intérieure et Maven, le projet qui avait fait exploser Google en interne en 2018, vient d'être officialisé comme programme permanent du Pentagone avec Palantir au cœur du dispositif. Je vous rappelle au passage que le chiffre d'affaires gouvernemental américain de Palantir a quasiment doublé en un an. Et c'est là toute la force d'un business bien mené, renforcé par une bonne narrative qui résonne en cohérence avec son temps. Les planètes s'alignent pour de telles sociétés. Ajoutez à cela le plan civil intérieur ou le système Immigration OS de Palantir, qui est en train de devenir l'épine dorsale technologique de la politique migratoire de l'administration Trump. Alors quand on voit que cela fait descendre certains groupes de gens dans les rues devant leur bureau de New York depuis des mois, en rapport avec tout ça, c'est quand même assez peu de choses. Autrement dit, ce mini-manifeste ne sort pas n'importe quand. Il sort exactement au moment où Palantir a besoin de répondre aux critiques sur les limites éthiques et juridiques de la mise en place de ces outils. Soyons clairs, si vous vendez un système qui aide à cibler les gens en Iran, il est préférable pour votre entreprise de défendre un cadre intellectuel qui explique pourquoi c'est justifiable. Si vous vendez un système qui aide à identifier des immigrés pour les expulser, c'est la même chose. Si vous vendez des armes IA à des armées occidentales, mieux vaut avoir un cadre intellectuel qui explique pourquoi ne pas les vendre serait une trahison stratégique. Quand le livre est sorti, Maven n'était pas encore officialisé. Les contrats Army et DHS n'étaient pas encore signés. La guerre avec l'Iran n'avait pas encore démarré et il faut le dire, l'IA ne menaçait pas encore à ce point la rente à laquelle s'attache Palantir. Le livre existait, mais il n'avait pas de fonction immédiate. D'ailleurs, de ce point de vue, on ne peut que saluer le talent nécessaire pour mener à bien cette stratégie de communication tout à fait remarquable. On peut peut-être aller plus loin et supposer que les auteurs du livre puissent être honnêtes dans leur démarche, dans le sens où ils croiraient aux idées qu'ils développent. Pourtant, il y a quelque chose d'assez singulier, presque ironique, quand on referme le livre et qu'on s'attarde sur l'homme derrière la plume. Quand vous regardez le parcours de Karp, c'est tout sauf un faucon de droite classique. Il a un doctorat en théorie sociale obtenu à l'université Goethe de Francfort, qui est, je le rappelle, le berceau historique de l'école de Francfort, c'est-à-dire le foyer intellectuel de la critique marxiste du capitalisme occidental au XXe siècle. Adorno, Horkheimer, Marcuse, tout ça, c'est ce milieu. Karp se revendique lui-même publiquement comme un progressiste. Il a voté démocrate toute sa vie, il a d'ailleurs soutenu Kamala Harris en 2024. Et pourtant, son manifeste devient le manuel doctrinal d'un mouvement ancré dans le conservatisme d'un point de vue politique. Un mouvement qui converge avec la droite techno-nationaliste, le complexe militaro-industriel. Alors, est-ce que c'est un accident ou alors de la récupération? Je ne sais pas, et après tout, peu m'importe. Car je ne suis pas là pour juger qui que ce soit et encore moins faire de la politique. Mon but est de décrire pour mieux comprendre. Au fond,
La vraie question n'est peut-être même pas de savoir si Karp a raison ou tort dans son diagnostic. L'enjeu, c'est de comprendre que nous assistons à quelque chose d'assez rare, la construction en temps réel d'une doctrine économico-politique majeure. C'est extraordinairement rare de pouvoir observer le moment où un récit se cristallise et pourrait potentiellement changer la trajectoire d'un pays. Vannevar Bush a écrit Science, The Endless Frontier en 1945. Peu de gens pouvaient à l'époque mesurer l'importance du document. 70 ans plus tard, une grande partie de l'architecture scientifique américaine en découle directement. Alors Karp est-il le Vannevar Bush de l'ère IA? Peut-être. Peut-être pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la compétition technologique et politique avec la Chine, pour ne pas la citer, est bien réelle. Donc, il y a un enjeu évident et certain à poser ce débat. Quoi qu'il en soit, le livre est un best-seller. Il est reconnu par certains des hommes les plus puissants du monde occidental et surtout, la valorisation de Palantir tient et en bénéficie largement. Comprenez bien, il ne s'agit pas ici de distribuer des points de moralité ni de trancher entre le bien et le mal. Pour tout cela, il y a votre curé. Mon point est de chercher à comprendre la direction dans laquelle le monde avance. L'enjeu de cette connaissance n'est pas de réussir à changer le monde, à moins que vous soyez un politicien de talent ou un militant fervent. De mon point de vue, l'enjeu est d'être capable de faire des choix éclairés pour diriger nos propres vies. Comprendre notre environnement nous permet de naviguer au mieux à l'intérieur. Et je trouve déjà ça bien assez complexe. Pour en savoir plus sur le changement fondamental qui s'opère dans l'ordre mondial, allez voir cette vidéo où je reprends l'un des papiers les plus impactants de l'excellentissime Ray Dalio.